Bonsoir à toutes et à tous. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année aussi de conférence. Ce soir, on accueille Gilles Priault, qui est archéologue à Somme Patrimoine. Gilles est spécialisé sur la période gauloise, romaine, mais aussi sur les mouvements, les conflits guerriers contemporains, donc Première et Deuxième Guerre mondiale. Et Gilles a accepté ce soir de venir nous parler de la citadelle de Doulan et donc de Buchenwald. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis archéologue depuis 40 ans, hein, le temps passe, le temps file. Et je travaille pour Somme Patrimoine. Alors Somme Patrimoine, c'est un établissement public qui gère trois sites patrimoniaux du département de la Somme. Oui, ça va au niveau, je parle du micro, c'est bon pour vous? Vous me le dites. Hein. Donc on gère 3 sites qui sont propriétés du département de la Somme, c'est-à-dire le parc de Samara, le parc archéologique de Samara, le centre archéologique de Rimont-sur-Ancre et la citadelle de Doulan. Dans ce cadre-là, moi je suis chargé de développer, bien entendu, des projets scientifiques autour de ces 3 sites, mais aussi toute la politique de la ligne éditoriale. Et donc à ce titre, je publie à peu près 1,5 bouquin tous les ans. Là, je viens de sortir un dernier ouvrage sur Albertine Sarrazin qui s'est évadée de la citadelle de Doulan en 1957. Et aujourd'hui, je vais vous amener sur une période, sur un épisode de l'histoire de la citadelle qui était encore totalement inconnu, avait été passé dans les trappes de l'histoire il y a encore 3 ans. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur cette thématique-là, c'est-à-dire la relation entre la citadelle de Doulan et le camp de concentration de Buchenwald. Donc vous avez ici une représentation de la forêt d'Etzberg, c'est-à-dire que le camp de concentration se trouve à 8 km de Weimar, et les nazis vont créer ce camp en 1937. Les intellectuels de Weimar vont être assez remontés parce que on décide de faire un camp, et Etzberg, pour eux, c'est tout de suite synonyme de toute la poésie de Goethe, puisque Goethe, la légende disait que Goethe allait puiser son inspiration dans cette forêt. Donc en fait, le camp de Buchenwald veut dire simplement en allemand la forêt des hêtres. C'est simplement, on a rebaptisé le nom du camp d'une manière beaucoup plus factuelle. Alors, il y a 3 ans, je reçois un mail d'une historienne de Weimar, Gwendoline Sicotini, qui me dit, voilà, je suis en train de travailler sur les commandos extérieurs du camp de Buchenwald, et je travaille en particulier sur les SS Baubrigade, et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider à aller plus loin dans le cadre de ma recherche, parce que la citadelle de Doulan a été un commando extérieur. Et Doulan est cité à plusieurs reprises sur ce document. Donc là, c'est juste un listing sur les 2526 déportés qui sont arrivés de Buchenwald à Doulan. Et à partir de là, j'ai commencé un travail d'enquête pour essayer de savoir qu'est-ce qu'étaient les SS Baubrigade, pourquoi ces déportés sont arrivés à Doulan, pourquoi y faire, pourquoi cette page d'histoire est tombée dans l'oubli. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'essayer d'investiguer sur cette thématique. Mais ce que je vous propose, c'est non pas un cours magistral sur l'univers concentrationnaire nazi, mais je pense qu'il est intéressant, voire même dans le propos, de savoir ce qu'ont connu ces déportés qui ont été affectés à Doulan à partir de mars 1944, de où ils venaient, comment fonctionnait un camp comme le camp de Buchenwald, en gros. Hein. Alors, sur la partie gauche, vous voyez ces points rouges représentent les camps de concentration, et partie à droite, vous avez ces points qui représentent les camps d'extermination. Hein, on est sur deux phénomènes proches mais différents, hein, les camps d'extermination étant véritablement des usines à tuer, alors que les camps de concentration, c'est pas les vacances non plus, hein, mais on va épuiser les déportés, les affamer, on va les épuiser par le travail, par des mauvais traitements, par des conditions d'hygiène et sanitaires complètement impensables. Et c'est ça, les camps de concentration. Et surtout, on va affecter ces déportés
sur des sites de production pour soutenir l'effort de guerre, des usines d'armement, des usines pharmaceutiques, etc., etc. Donc on voit que Buchenwald se situe ici en Thuringe, ici. Buchenwald est un camp principal. De ce camp principal sont rattachés plus de 100 commandos extérieurs. Donc vous avez ici le camp de Buchenwald, ici. Tous les carrés roses que vous avez ici sur document, ce sont des camps extérieurs satellites qui dépendent et qui sont administrés par le camp de concentration de Buchenwald. En fait, vous avez à peu près 200 000 déportés qui sont affectés sur ces différents camps et qui contribuent à l'effort de guerre. En gros, les nazis, très rapidement, Himmler va, après la déculottée sur Stalingrad, on va partir sur la guerre totale et donc on va essayer de mobiliser toutes les énergies à soutenir l'effort de guerre. Donc les SS vont louer les services de déportés sur des usines d'armement, des usines pharmaceutiques, tout ce qui va servir à la cause de la guerre. Ils vont les louer entre 4 et 6 Reichsmark par jour, sachant qu'un déporté coûtait aux nazis, en tout cas à Buchenwald, coûtait 0,16 Reichsmark par jour. En gros, rien qu'avec une usine d'armement qui était affectée à Buchenwald, ça représentait 50 millions de Reichsmark par mois. Donc en fait, les nazis ont ramassé des véritables fortunes en utilisant de la main-d'œuvre à bas coût qui représentait les déportés. Alors, sur ce document, vous voyez, un document plus récent que j'ai réalisé, on voit donc le camp de Buchenwald. Ici, ce rond rouge, c'est un camp satellite qui va devenir un camp permanent, c'est le camp de Dora. Le camp de Dora-la-Mort, c'est là où on va fabriquer des V2 dans des grandes allées souterraines. Et vous avez donc les principaux camps satellites dépendant directement de Buchenwald. Et vous avez le camp de Doulan. En fait, nous avons le seul exemple d'une migration d'est vers l'ouest avec l'implantation d'un camp. Et bien ça se situe dans le département de la Somme et ça se situe à Doulan. Alors comment fonctionne un camp comme Buchenwald? Alors c'est un grand complexe qui s'étend sur 200 hectares. Tout est vraiment organisé autour de l'épuisement des hommes. On estime généralement qu'il faut entre 6 et 9 mois de survie dans un camp comme le camp de concentration de Buchenwald. Pendant 6 ou 9 mois, vous avez le temps de dépérir, mais vous pouvez quand même continuer à travailler. On va pouvoir vous rentabiliser. Donc les déportés arrivent par les voies ferrées qui se trouvent ici. Et tout de suite, accolé aux voies ferrées, vous avez les usines d'armement, ici et ici. Et c'est vraiment complètement intégré au camp. Les déportés vont arriver à l'intérieur du camp ici, par la Karachoweg, ici. Donc vous avez enviolé les baraquements principaux. Mais les déportés arrivés, généralement, étaient affectés dans cette partie-là, dans un camp de transit, le petit camp, on appelait ça le petit camp, qui permettait, entre 4 et 6 semaines, de voir si on n'apportait pas des maladies, si on n'avait pas des poux, si on n'avait pas le typhus. Le typhus était une vraie angoisse permanente pour les SS. Là, vous avez en arc de cercle la répartition des bâtiments de vie des SS, avec leur logement, avec le réfectoire, avec toutes les commodités pour les soldats. Ici, vous avez la maison, la villa du commandant, notamment le commandant Corps, on en parlera tout à l'heure. Ici, vous avez le crématoire principal. Et d'une manière un peu surréaliste, en face de ce crématoire, vous aviez un zoo qui permettait aux SS de venir se promener le dimanche avec femmes et enfants, vous verrez les clichés tout à l'heure. Et on autorisait également certains habitants de Weimar à venir visiter ce zoo qui se situe en face du crématoire. Je suis allé l'année dernière à Buchenwald et c'est vraiment impressionnant de voir la proximité du zoo et du crématoire. Alors, voici un cliché qui est pris en 1945 au moment de la libération du camp. Donc on voit très bien les usines d'armement qui se situent ici. Là vous avez l'entrée principale, la place d'appel, on en parlera tout à l'heure, qui est quelque chose dans le dispositif de l'univers concentrationnaire, quelque chose de très très important. Le crématoire se trouve ici, le zoo se trouve là, et là vous avez les baraquements. 66 baraquements, logiquement étaient conçus pour accueillir environ 250 déportés.
Et très vite, on va être plutôt autour de, à partir de 42, plutôt 1200, 1500 déportés. Hein. Vous allez voir les conditions d'hébergement dans ces blocs, on appelle ça comme ça, est épouvantable. Alors, dans le processus des nazis, le processus de déshumanisation commence avec le transport. On va vous transporter dans des wagons à bestiaux. Logiquement, on pouvait mettre à peu près 40-45 personnes, et on va mettre plutôt 120 personnes. C'est-à-dire que dans des conditions comme ça, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se reposer. On ne vous donne pas à boire, on ne vous donne pas à manger. Vous avez une tinette, un seau ou un baquet en bois pour le groupe, et le voyage va partir comme ça, 2, 3, 4 jours en moyenne, parfois c'est beaucoup plus long. Beaucoup de personnes vont mourir, étouffées, par des actes de folie collective parfois. On ne peut pas faire ses besoins pendant 3 ou 4 jours, donc on est obligé de se faire dessus généralement. Donc imaginez dans un état d'esprit comme ça, vous arrivez sur le camp, vous avez les SS qui sont de toute leur hauteur, vous prennent pour des non-humains, parce que vous arrivez, vous ne vous sentez pas bon, vous êtes complètement livide, vous êtes affamé, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé. Donc ça participe au processus de déshumanisation. Tout commence avec le transport. Les témoignages sont très nombreux là-dessus. Donc voici le quai qui amène aujourd'hui, c'est un cliché que j'ai pris l'année dernière, donc on a les déportés arrivent ici sur cette voie. Il n'y a pas de sélection comme dans les camps d'extermination. Hein. Les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées, on va les écarter du groupe. Soit on va leur tirer une balle dans la tête avec des fusils à air comprimé pour ne pas faire trop de bruit, ou soit on les abat, ou très régulièrement, Buchenwald, ça c'est quelque chose qui va être utilisé très régulièrement, c'est une piqûre de phénol, produit industriel dans le cœur, qui va tuer très rapidement ces personnes. Le phénol va être utilisé au départ, en partir de 1937, pour exécuter en Allemagne tous les handicapés dans les asiles d'aliénés. Donc on leur plantait une piqûre dans le cœur comme ça, et ensuite on envoyait un compte-rendu, une attestation à la famille en disant que la personne était morte d'une crise cardiaque. C'était un programme qui s'appelait Action T4. C'est vraiment le premier acte de réflexion sur l'extermination de masse chez les SS, c'est Action T4. Alors, quand on rentre dans le camp, on ne dit pas comme à Auschwitz-Birkenau que le travail rend libre. On a cette devise qui dit « à chacun son dû ». En gros, c'est vous allez savoir pourquoi vous êtes là, vous allez en baver, mais vous savez pourquoi. Donc vous voyez un peu l'accueil. Première chose qu'on fait, on vous demande de vous déshabiller, nus bien sûr. Vos vêtements vont être mis sur le côté, vous ne les récupérerez pas, puisqu'il y aura des déportés qui seront chargés de faire vos poches et d'essayer de récupérer le moindre objet de valeur que vous aviez encore sur vous. On va vous raser complètement, hein, les poils pubiens, sous les bras, les cheveux, la barbe, etc., dans des positions parfois extrêmement dégradantes. Et on va vous plonger dans un bain de désinfectant industriel qui se trouve ici, tout le corps, la tête et complètement. Donc ça se passe soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des blocs. Donc imaginez hein, le transport, les 3-4 jours, on a faim, on a soif, on s'est fait recevoir un coup de trique, et l'humiliation, la déshumanisation continue. Après cette phase de désinfection, on va vous donner vos nouveaux uniformes. Une paire de galoches, pantalon, une veste, un petit calot. Alors là, on est sûr que ces déportés qui sont sur ce cliché sont déjà là depuis quelques jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne choisissez pas vos vêtements, on ne vous demande pas votre taille comme ça. On vous jette un pantalon, une veste, un calot, des chaussures, et après il faut s'organiser. Ça c'est dans le langage des déportés, s'organiser c'est se débrouiller. Donc on voit très bien que chacun a à peu près des habits plus ou moins en lien avec leur dimension, avec leur taille. Très important, hein, dans les camps de concentration, si vous avez une veste trop petite, une veste trouée, c'est pas très grave. Si vous n'attachez pas votre bouton de col,
c'est considéré comme un acte de sabotage. Ça, pour ça, vous allez pouvoir être puni très sévèrement. Il faut toujours avoir le bouton de colle fermé. Ça, c'est la règle. Là, on est sur la place d'appel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le camp, le matin, on va vous lever entre 3h et 4h du matin. On va vous servir ce qu'on appelle du thé, mais c'est une boisson que personne ne saura exactement ce qu'elle contenait. Une sorte d'eau noirâtre, sans goût. Tout ça au pas de charge, tout ça à coup de trick. Les capots vous donnent des coups, c'est sans discontinuer dans les camps de concentration. Et ensuite, on va faire l'appel. Il faut que tous les matins, le nombre de déportés sur la place d'appel soit le même que celui du soir. C'est-à-dire que le matin, quand on quitte son bloc, si des hommes sont morts pendant la nuit, il faut venir les étaler, les ranger devant vous, les uns à côté des autres. Donc si le nombre n'est pas le même le soir que le matin, eh bien on va compter, on va recompter, on va recompter. Généralement, le comptage comme ça sur la place d'appel dure tous les jours à peu près une moyenne d'1 heure à 2 heures. Ça c'est la moyenne. Peu importe les intempéries, tout ça c'est une volonté naturellement. Le record à Buchenwald, ça a été parce qu'il manquait plusieurs hommes, qui en fait, au final on saura que ce sont des hommes qui, pris de grosses dysenteries, sont tombés dans les latrines, se sont noyés dans les latrines, donc on ne les a pas retrouvés, on ne les a retrouvés que très tardivement. Donc on les a laissés sur la place d'appel comme ça pendant 24 heures. 24 heures, sans bouger. Vous bougez, vous fléchissez un genou, vous êtes abattu. Vous n'avez pas le droit de lever les bras, rien. Ça, c'est le quotidien. Les récits de tous les déportés placent en très très haut cette souffrance qu'ils ont subie sur la place d'appel. Et naturellement, après avoir travaillé pendant 12 heures, dans des conditions effroyables, eh bien, on va être recompté avant de pouvoir rejoindre son bloc. Parfois, une journée finit vers minuit, 1h du matin, puis on est vers 3 ou 4 heures. Ça, c'est tous les jours. Alors, on va aussi vous affecter, on va vous donner un triangle de tissu de couleurs différentes et puis une petite bande de tissu qui portera votre numéro de matricule, que vous êtes obligé d'apprendre par cœur en allemand. Sinon, ça c'est des punitions très très importantes que vous allez, si vous n'êtes pas capable de réciter votre numéro de matricule en allemand, c'est des punitions très très sévères. Donc on va vous donner ce type de triangle. Donc il y a toute une hiérarchie. On sait que quand on a quelqu'un qui a un triangle rouge, c'est un politique. S'il n'y a pas de lettre d'identification, on sait que c'est un Allemand. Et quand on a une lettre, une première initiale, ça représente le pays d'origine. F pour français, S pour espagnol, etc. etc. Quand un politique est également juif, on le précise en ajoutant, en complétant avec l'étoile de David. Et puis, vous voyez, le violet pour les témoins de Jéhovah, marron pour les tziganes, les asociaux, les apatrides, les droits communs. Donc, les droits communs, ce sont souvent des Allemands qui étaient en train de purger des peines de prison, des violeurs, des criminels, etc., à qui on va souvent confier les rênes du camp. La majorité des capots seront des triangles verts. Et puis les homosexuels qui vont également payer un lourd tribut. Des expérimentations médicales seront faites à Buchenwald pour essayer de les guérir de ce travers. Ce travers dans l'esprit SS, naturellement. Alors bien entendu, les conditions sanitaires sont effroyables. Donc là, vous êtes typiquement dans un bloc typique à Buchenwald. Vous avez donc ce qu'on appelle ces couchettes qu'on appelle des chalits sur 3 ou 4 niveaux. Là, on est à la fin, on est en 45. Bon, les gens sont très dénutris, on le voit très bien. Mais on les voit, ils sont envoyés à peu près en moyenne à 3 par couchette. Lorsque le camp va fonctionner à plein régime, surtout à partir de 44, où on va récupérer sur Buchenwald des camps d'extermination qu'on est obligé de fermer parce que du côté est, les Russes avancent vite et puis du côté ouest, les Américains, les Alliés avancent, eh bien, à certains épisodes, on forçait les gens à être à peu près entre 10 et 12 personnes sur ce type de couchette. Donc on va dormir tête bêche, les uns à côté des autres, et la place privilégiée, souvent, c'est là-haut, parce qu'on est souvent frappé de dysenterie, ça c'est la maladie qui est la plus courante parce que malnutri, etc. Pas d'eau potable quasiment, on boit de l'eau croupie, c'est ça. Donc beaucoup de diarrhée et tout ça, donc les gens qui sont là-haut, forcément, ils sont plus protégés que ceux qui sont en bas. De ne pas avoir une gamelle dans un camp, c'est signe de mort. Donc on voit très bien qu'on est à la fin du camp, tout le monde dort dessus, même celui-ci en a 2.
Voilà. Et ça, quand il y avait une surpopulation dans les camps, c'était pas aussi facile pour obtenir sa gamelle. Alors, nourriture, je parlais tout à l'heure de cette sorte de thé, cette boisson nauséabonde du matin. Ensuite, on va vous donner une boule de pain. Alors, une sorte de pain gluant qui est fabriqué, on ne sait pas bien avec quoi, mais on sait qu'on y ajoute de la sciure de bois. Et le pain, c'est la vie dans le camp. Le pain permet d'organiser. Le pain, si vous voulez une cuillère, eh bien vous passerez d'une journée de pain, mais avec un morceau de pain, vous pouvez avoir une cuillère qui va vous permettre de mieux manger votre soupe. Tout s'organise comme ça. Le pain, c'est vraiment la base, et pourtant c'est un pain extrêmement mauvais. Et dans la journée, on sert une sorte de soupe, une sorte d'eau chaude avec quelques légumes, quelques navets, quelques rutabagas, que les capots ne mélangent jamais. Comme ça, le peu de légumes ou le peu de morceaux de viande qu'il peut y avoir se dépose au fond, et c'est les capots qui récupèrent la partie la plus épaisse de la soupe. Donc il y avait aussi toute une stratégie pour pouvoir obtenir le meilleur de la soupe, de ne pas être servi trop tôt, en fait, pour essayer d'avoir un petit peu de morceaux. Donc là, le matin est passé, on a passé la classe d'appel, et maintenant on va partir sur une journée de travail. Alors tous les jours, on est obligé de passer devant la fanfare qui joue des airs militaires, et tout le monde est obligé de passer en rang par 5. Ça, c'est la règle dans tous les camps de concentration. Hein. Toujours en rang par 5, ça permet de mieux compter plus rapidement. Et on passe le matin au garde à vous, et le soir, on repasse devant la fanfare qui vous accueille. Au début, pour vous mettre au pas, à Buchenwald, on vous affecte à la carrière. La carrière est située à peu près à 2 km du camp. Et on va vous faire transporter des pierres. Si vous choisissez des pierres trop légères, vous allez être puni. Donc il faut savoir bien doser. Et puis, c'était pas tout le temps, mais parfois c'était selon l'humeur des capots. On voit bien les capots à droite. Hein. Selon l'humeur des capots, eh bien, on pouvait vous faire travailler pendant 12 heures comme ça me faire des allers-retours de 2 km en portant des pierres, en les déposant, en formant un grand tas. Et ensuite, le lendemain, on vous affecte à ce gros tas et on va le ramener à son point initial. Ces travaux-là étaient réalisés avant la guerre totale, lorsqu'on va demander aux déportés de supporter aussi et d'aider à l'effort de guerre. Mais vous voyez, c'était une façon très humiliante également de faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, hein, toujours très vite, on ne peut jamais s'arrêter, on va être frappé par des gourdins, par des goumis, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, beaucoup de chantiers comme ça, de terrassement. Hein. Alors, il ne faut jamais s'arrêter. Si vous arrêtez, vous êtes considéré comme un saboteur, c'est un mec de sabotage. Par exemple, un wagonnier comme ça, vous avez 3-4 déportés qui le poussent. S'il y a la moindre incident, si des choses se serraillent, je ne sais quoi, le wagonnier à l'arrêt, ce sont des saboteurs. Ils vont être punis. Donc, si on ne vous donne pas l'autorisation de vous arrêter, vous ne vous arrêtez jamais. Il ne faut jamais s'arrêter. Les punitions, quand on a fait ces actes de sabotage qui sont, on est bien compte, complètement irréels, la punition la plus favorite à Buchenwald et dans d'autres camps, hein, c'est la bastonnade. Donc on va vous mettre sur un chevalet, ce qu'on appelle un chevalet. Vos pieds sont coincés par ces planches, déportés. Alors parfois, quand on pousse un peu le vis, on va vous demander par exemple à votre frère, à votre père ou à votre fils de vous tenir. C'est lui qui va vous tenir, parfois c'est lui qui va vous frapper. Et il y a deux types de punitions. C'est soit 25 coups portés sur, on dit sur les fesses, mais en fait c'est plus que les fesses, hein, c'est le dos, c'est souvent le dos. C'est 25 coups ou 50 coups. 25 coups, on peut survivre, 50 coups, c'est impossible, on meurt. Déjà 25 coups, ça va provoquer des hématomes énormes, et il faut reprendre le travail immédiatement. Hein, c'est comme ça, donc on va être frappé avec des gourdins de bois et une matraque qui apprécie particulièrement les capots polonais notamment, ce qu'ils appellent les gumi. Les gumi, donc c'est une sorte de câble électrique à peu près de 50-60 cm, de 3 à 4 cm de large, donc très souple et très, vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de douleur. Un deuxième niveau d'utilisation de punition, c'est d'être pendu par les bras comme ça à l'arrière. En fait, l'idée, c'est d'attendre que vos bras se délogent
et donc vos bras ne pouvez plus vous en servir, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes considéré comme un saboteur et vous êtes exécuté. À Buchenwald, et ça c'est assez, on connaît les expériences médicales qui ont été réalisées dans les camps d'extermination avec le trop célèbre docteur Mengele, mais à Buchenwald il y avait 2 blocs qui étaient également dédiés à des expérimentations, le bloc 47 et le bloc 50. Donc en fait dans ces blocs on va faire des essais pour lutter contre le typhus, contre certaines maladies, la typhoïde, des choses comme ça, également des maladies liées aux brûlures ou des dégâts faits par des gaz de combat, et aussi un programme important pour essayer de transformer les homosexuels en les stérilisant, en leur faisant des programmes avec déréglant les hormones, les émasculant pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc il y avait, alors avec une grande prétention de dimension savante, hein. On faisait des prélèvements qu'on envoyait à Berlin, qu'on faisait examiner avec beaucoup de soins, alors que les archives sont très précises là-dessus, on faisait plutôt un peu n'importe quoi, c'était très empirique et c'était vraiment très... C'est vraiment pas propre qu'à Buchenwald, hein, c'est propre à l'ensemble de ces expérimentations. Et à la libération du camp, les Alliés vont retrouver dans le bloc 50, au fond, donc, les derniers patients qui n'avaient pas survécu au traitement. Alors, comme au début, hein, dans les camps de concentration, on n'amène pas tout de suite les crématoires. D'abord, on va enterrer les morts dans des grandes fosses. Très rapidement, on va se dire, oula, ça, si un jour la situation se retourne contre nous, il ne faut pas laisser de traces. Donc il va y avoir aussi toute une campagne d'exhumation de ces grandes fosses collectives. Après, on va donc les brûler, les corps, pendant plusieurs jours. Et puis, on va commencer à brûler systématiquement sur des bûchers à ciel ouvert avant de rentrer dans une véritable phase plus rationnelle. Ces fours crématoires, on peut encore les voir à Buchenwald. Hein, vous pouvez voir. Moi, ce qui me stupéfait là-dedans, c'est que quand vous les voyez aujourd'hui, j'aurais dû prendre un cliché d'ailleurs, sur cette porte quand elle est fermée, eh bien vous avez l'estampille de l'usine. L'usine qui a remporté le marché, en fait, fabriquait des fours pour traiter les ordures ménagères. Donc les SS passent un appel d'offres pour fabriquer des fours crématoires en capacité de brûler par four 3 personnes en même temps, avec une rentabilité de X centaines de personnes par jour. Donc il y a quand même des sociétés qui ont répondu à ces projets, qui ont réfléchi, qui ont modifié leur installation pour répondre aux besoins. Donc là, le système était relativement sophistiqué, hein, donc les personnes décédées arrivent en sous-sol, sont remontées dans des monts de charge. On va glisser 3 personnes tête bêche avec des systèmes de glissière. Et au terme de la crémation, on récupère les cendres qu'on va faire partir dans des petites trappes. Les ossements incinérés sont passés au pilon, au broyon, comme ici sur ce tas de plusieurs centaines de kilos. On va transformer ces os en poudre qu'on conditionne immédiatement en sacs de toile de jute et qu'on va revendre aux exploitants agricoles comme engrais. Alors, on ne peut pas parler de Buchenwald sans parler de ce couple. Le commandant, Karl Otto Koch, et son épouse, un monstre, Ilse Koch. Donc, il prend la tête de Buchenwald à la fin de l'année 1937. Et lui, il va commettre tant d'exactions, d'escroqueries, que les SS laissent fermer les yeux pendant un bon moment, mais il va détourner tellement d'argent qu'il sera condamné à mort par les nazis, pour vous donner un petit peu déjà le niveau de ce commandant. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son épouse, Ilse Koch, appelée la commandante, la sorcière, donc alcoolique, nymphomane, folle, assurément. Elle était
la seule femme autorisée à se promener dans le camp, souvent à cheval. Elle s'est fait construire un manège pour ses chevaux à côté de sa villa. Elle avait par exemple des attitudes qui étaient par exemple d'ouvrir son corsage, de montrer un de ses seins dans l'espoir qu'un déporté ose porter un regard sur elle pendant qu'elle était dans le camp. Et immédiatement, les capots qui assuraient sa protection prenaient la personne et l'exécutaient. Elle boit dès le matin des verres de cognac, elle est tout le temps ivre. Elle couche avec beaucoup d'officiers nazis dans le camp. Son mari le sait, mais il est aussi tordu que son épouse. Mais ce qui a défrayé la chronique sur cette femme, c'est qu'elle s'est créée avec plusieurs personnes, une sorte de cabinet de curiosité. Et elle a fait notamment faire des réductions de tête, pour essayer de montrer la morphologie, la typologie des différentes races qui passaient dans le camp. Mais ce qui va faire sa renommée à Ilsecorps, c'est sa passion pour les peaux tatouées. Donc les capots avaient des consignes quand des déportés arrivaient dans le camp, puisqu'ils arrivent, on les fait déshabiller nus, c'était de repérer les beaux tatouages. Donc les personnes ont relevé leur numéro de matricule et ensuite on les amenait à l'infirmerie qu'on appelle le revier. D'aller au revier, c'était synonyme de mort, parce que ça voulait dire qu'on n'était plus capable de travailler et donc ça voulait dire qu'on finissait forcément par mourir. Donc les déportés savaient tous qu'il ne fallait pas aller au revier. Donc on amenait ces personnes au revier qu'on exécutait et donc on récupérait leur peau. Il y avait 2 à 3 tanneurs qui travaillaient à plein temps pour Ilsecorps et pour un certain nombre de médecins et d'autres personnes. Il y a un des tanneurs qui a apporté son témoignage après la guerre, qui disait, oui, il n'y avait pas que des peaux tatouées, on tannait aussi des peaux humaines que certains SS venaient chercher pour produire des vêtements, des chaussures, voilà, et on tannait de la peau humaine et on en faisait commerce. Voici une partie des objets qui ont été récupérés qui restaient. Il y avait plusieurs, au moment de la libération, on fait mention de plus de 200 peaux tannées tatouées qui ont disparu en un laps de temps assez court. Ça reste assez mystérieux. Bon, vous aviez par exemple ici, vous voyez, un abat-jour qui est fait en peau humaine. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, en Pologne, a été découvert, dans le cadre d'une vente, ces 2 livres qui sont reliés de la peau humaine, qui vient des ateliers de Buchenwald. Ah, c'est dingue à dire, mais vous voyez, c'est un travail assez sophistiqué. On va quand même travailler pour offrir, hein, tout ça participe à des cadeaux que les SS vont s'échanger. C'est assez surréaliste. Alors, on parlait tout à l'heure de la présence du zoo qui se trouvait juste à côté du crématoire. Donc voici ce qui reste du zoo d'aujourd'hui. Donc il y a encore une grande partie des infrastructures qui sont encore tout à fait en place. Donc dans ce zoo, vous aviez des ours, des daims, vous aviez des singes, il y avait une volière avec des rapaces, et donc le commandant, à raison de 1 Reichsmark l'entrée, permettait, alors pas tous les jours, permettait à certains habitants de Weimar de venir visiter le zoo. Et là encore, un SS avec son enfant. Et imaginez, on est dans un univers où ça crie, les crématoires fonctionnent H24. C'est assez incompréhensible et surréaliste. Bien, après avoir tracé ce panorama un peu général du camp de Buchenwald, mais ça me semblait important qu'on prenne conscience tous de ce qu'ont connu ces déportés qui vont arriver à Doulan en mars 1944. Ils viennent de ça, ils viennent de cet enfer-là. Alors, voici le commandant qui a été affecté à la citadelle de Doulan.
à Gerhardwegen. Donc les déportés arrivent en 2 convois en mars 1944. Ils partent de Cologne, ils arrivent à Lille, ils vont passer à Hesdin pour ensuite arriver à la citadelle de Doullens. Alors pourquoi cette page d'histoire est restée relativement méconnue? Ils arrivent en mars, avril, mai, juin, juillet, août, libération d'Amiens, il reste à peine 6 mois en fait dans le secteur. Et la raison pour être, une condition pour être affecté à la SS Baubrigade numéro 5, qui est synonyme de Doullens, c'était de ne pas parler français. Donc on va avoir des Russes, Tchèques, Allemands, Polonais, des Serbes. Et donc voilà, la condition c'était de ne pas parler français pour avoir aucun échange avec la population. Donc dans les quelques textes d'archives qu'on a retrouvés, eh bien, on va parler de prisonniers russes. On pensait qu'ils étaient russes parce qu'ils avaient un accent comme ça. Bon, ce n'est pas des prisonniers, c'est des déportés, c'est pas exactement pareil. Donc dans les archives collectées à Weimar, on mentionne que, alors SS Baubrigade, à la différence des camps satellites, ce sont des chantiers de construction mobiles. Donc on n'a pas besoin de construire en dur. On va affecter 10 déportés à tels travaux ici pendant 2-3 jours, 40 là-bas pendant une semaine. Donc c'est des unités mobiles. Ça, c'est vraiment ça l'essence de la SS Baubrigade. Et la Baubrigade numéro 5 résulte de la fusion de la Baubrigade numéro 2 et numéro 4. On sait que dès qu'on trouve un élément dans les archives qui porte la mention SS Baubrigade 5, 5 c'est la citadelle de Doullens. Ça c'est super important pour nous, pour être sûr des informations. Alors on sait par les archives que la citadelle de Doullens est le camp principal de cette SS Baubrigade, que les déportés dorment dans de grands bâtiments, donc a priori ce sont ces grands anciens casernements qui serviront par la suite comme lieu d'incarcération pour les femmes. Et ensuite ces déportés vont être, à partir de la citadelle de Doullens, vont être répartis puis revenir, hein, donc c'est le camp souche, c'est Doullens, sur des sites satellites, alors à Hesdin, Saint-Paul-sur-Ternoise, à Vignacourt, à Montdidier, Saint-Omer, Rouen, Arras, pour notamment, le principal travail qu'ils vont faire, c'est de participer à des constructions, des protections, des déblaiements sur des sites de lancement de missiles V1. Voilà, c'est ça en fait l'essentiel de leur mission. Comme c'est du top secret, comme c'est une main-d'œuvre que l'on peut exécuter comme on veut, sans aucune forme de procès, eh ben, c'était plus facile. Alors, la personne qui va être responsable du dispositif des sites lancement V1 dans le secteur, hein, qui va couvrir une grande partie du département de la Somme, du Pas-de-Calais et de la Normandie, c'est ce colonel qui passera de nombreuses reprises à la citadelle de Doullens, parce qu'à Doullens, on va construire un ensemble bunkerisé qui s'appelait, le nom de code, c'était Dohle. Dohle en allemand veut dire, c'est le chouka des tours. Vous voyez, c'est le petit corbeau avec une tête un peu violette. Donc Dohle correspondait à cet ensemble bunkerisé qui se trouve encore à la citadelle. Je vous invite à venir le découvrir, la structure est assez fantastique. Et donc c'était un ensemble qui permettait de loger, de faire travailler 90 personnes en permanence. Le bunker, le blocos est complètement autonome, c'est-à-dire on a ici une chaufferie qui permet d'amener de l'eau chaude qui va être pulsée par des ventilateurs et un thermoventilateur, donc chauffage qui arrive par le sol avec des extractions d'air sur l'extérieur, des portes blindées. La partie logement se situe sur ses ailes, là-bas, et puis la partie vraiment de travail avec les ingénieurs se trouve ici. En fait, ici, la mission, c'était analyser les tirs des V1, comprendre pourquoi les vols ou les tirs avaient raté, essayer de comprendre pourquoi quand ça a réussi, naturellement. Et pour ça, quand on donne le taux de départ à un missile V1, c'est un missile autonome. Aucune possibilité de pouvoir modifier sa trajectoire. Donc, il pouvait faire, lors d'un lancement, grand mot à Doullens, et puis une tempête à Fourmont, l'objectif étant
d'atteindre les côtes anglaises. Donc vous avez tout un dispositif de stations météo qui était réparti tout le long, comme ça, jusqu'au littoral. Et on téléphonait, on appelait, et dès qu'on avait une fenêtre de tir favorable, on envoyait. C'était ça la mission du site Dole. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui on est vraiment dans le cœur du sujet. Il a été complètement protégé parce qu'à partir des années 80, il a servi de dépôt pour les archives départementales de la Sarthe. Quand on est arrivé en 2017, vous voyez ces traces ici correspondent à de grandes étagères. En fait, toutes les pièces étaient remplies, mais le blocos était sous clé, ce qui fait qu'il n'y a pas de gens qui sont venus faire des dégradations. Alors notamment, vous avez ici les peintures au pochoir qui sont typiques de ces blocos pour ces missions-là, qui sont parfaitement conservés. Voilà, on a encore, vous voyez, les cheminées qui permettent d'extraire l'air vicié avec les ouïes d'aération contre-vicice. Tout ça, vous pouvez le voir quand vous venez nous visiter. Là, je vous montre un exemple de V1. Alors attention, à Doulan, on n'a jamais tiré de V1. On a donné des ordres, on a analysé les tirs de V1. Mais les V1, c'est toutes les localités que je vous ai dit tout à l'heure, Vignacourt, la chaussée Tirancourt, vous avez des pistes V1. Et voilà, c'est ce type de machinerie, d'ingénierie que l'on pouvait trouver dans ce type d'aménagement. Vous pouvez imaginer, c'était vraiment la fine fleur de l'ingénierie allemande qui était là. On est vraiment sur des technologies vraiment high-tech pour l'époque. Et heureusement que les campagnes V2 n'ont pas réussi, parce que les V2, c'est notre histoire. C'est de vraies fusées, c'est énorme. C'est 10 fois plus grand qu'un V1. Voilà, un exemple de piste de V1 ici à la chaussée Tirancourt. Donc ça, c'est la rampe de lancement. On appelle ça des sites à ski, parce que ça rappelle la forme des skis. Voilà. Donc les déportés étaient affectés essentiellement à des travaux d'aménagement, de réaménagement, parce que ces sites sont souvent bombardés, de déblaiement de sites de lancement V1. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la SS Baubrigade numéro 5 résulte de la fusion de la 2 et de la 4. Là, c'est un cliché qui a été pris à Cologne, c'est la Baubrigade numéro 2, pris en début 1944, et ils arrivent à Doulan en mars 1944. Donc on peut raisonnablement imaginer que ces déportés que vous voyez sur ces clichés sont arrivés à Doulan, parce que la Baubrigade numéro 2 n'avait qu'un effectif de 1000 déportés. Donc ces 1000 déportés ont été intégrés dans leur intégralité dans la SS Baubrigade numéro 5. Après, le travail d'archives côté allemand est assez colossal. Par exemple, ici, vous avez des études, des rapports écrits en allemand. Eh bien, vous avez des gens qui sont missionnés pour pouvoir les traduire, vous voyez, en respectant complètement même la pagination, les trous des livres, c'est extraordinaire. Mais ce document nous apporte une information importante. On est sur la SS Baubrigade numéro 5, et là, c'est un bilan du mouvement des prisonniers au 30 juin 1944, donc 3 mois après leur arrivée. Quand ils sont arrivés, ils sont à 2526. On sait qu'il y a plusieurs évadés dans le convoi, donc ce n'est pas 2526 qui arrivent ici. Mais on sait que sur cet effectif de 2518, vous avez 56 personnes qui sont malades et blessées, donc qui ne sont pas en capacité de travailler. 28 personnes sont mortes. 94 personnes se sont évadées. 11 personnes ont été abattues pour tentative d'évasion. Et puis 39 personnes qui ont été tuées par des bombardements. Donc en fait, en 3 mois, ils perdent quasiment 10% de leur effectif. Ils perdent 225 personnes, en tout cas qui ne sont plus en état de travail. Alors, par rapport à ces 11 personnes qui ont été exécutées pour tentative d'évasion, eh bien, à la citadelle de Doulan, on a localisé l'endroit où ils étaient exécutés. Sur ce mur, vous voyez des impacts de balles. Alors, moi, j'essaie toujours d'avoir de l'information sourcée. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est peut-être des impacts de balles. On a eu la chance de faire appel, et ils ont répondu présent, à des gendarmes de la CIC, la cellule d'investigation criminelle,
ce sont des gens qui sont affectés quand il y a des meurtres, et qui sont venus faire une série de mesures, alors notamment sur ces impacts-là, ici, qui ont été protégés, donc moins exposés aux intempéries, et pour eux, il n'y a pas de doute, ce sont des impacts de 9 mm parabellum qui sont tout à fait compatibles avec des tirs de Luger, le pistolet allemand. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est maintenant plus qu'étayé. J'aurais dû vous montrer notre photo en fait, mais quand on regarde la position des impacts, ils se répartissent sur à peu près une dizaine de mètres de long, et bien en fait ils correspondent à peu près à cette partie-là du corps humain, c'est-à-dire la partie haute et puis le crâne. On n'en a pas dans les jambes par exemple. Et on a quelques traces du passage de déportés à la citadelle. Alors, j'avoue, il y a 3 ans, je commence à fureter un peu partout dans la citadelle pour essayer de voir s'il y a des traces laissées sur cette page d'histoire. Et je vois ça, je vois 1944. Pour moi, 1944, c'est synonyme de la présence de ces déportés, en tout cas à partir de mars au moins. Donc HF 1944, et ici, vous avez un numéro de matricule, 45502. Donc j'envoie tout de suite un message à mon contact en Allemagne, qui me dit immédiatement que, effectivement, 45502 correspond au matricule d'un Polonais, Joseph Wysocki, qui a été déporté à la SS Baubrigade de Toulon. Vous voyez, il a laissé son nom, alors parfois c'est fait à la craie. Alors pourquoi ça a été protégé? Je vais être tout à fait franc avec vous. C'est que cette pièce, quand on a repris la gestion du site, était une sorte de fourre-tout où on mettait des palettes, des machins comme ça, donc c'était inaccessible. Donc en fait, c'est en la vidant, aux encombrants, qu'on trouve cette trace-là. Sinon, elle aurait peut-être disparu depuis très longtemps. Alors ce qui est mystérieux pour nous, c'est le HF, parce qu'on le retrouve à 2 reprises. On le retrouve ici, avec une autre façon d'écrire, HF et Leipzig. Et Leipzig, il y avait plusieurs camps satellites de Buchenwald à Leipzig. On imagine que peut-être que c'était un surnom, en tout cas un lien avec le camp de Leipzig. Pour l'instant, on n'a pas encore fait la connexion. En tout cas, on est sûr que c'est Joseph Wysocki. Alors pourquoi? Dans ce délire de cet univers concentrationnaire, on prend quand même le temps de vous enregistrer, de vous demander votre identité, votre lieu de naissance, on va vous mesurer, on va décrire la couleur de vos yeux, la forme de votre nez, et on va produire ce type de document, ce type de carte personnelle de prisonnier. Wysocki, Joseph, son matricule, 45502, c'est un Polonais, et c'est un politique, donc c'est un triangle rouge, donc déjà on a pas mal d'informations avec ça. Mais c'est le document suivant qui est déterminant pour nous, c'est qu'on a toujours Joseph Wysocki, 45502, là c'est un document qui va participer à son transfert à B5. B5 c'est la SS Baubrigade numéro 5, c'est Brigade Ouest ou B5. Donc là, c'est assurément, maintenant on en est sûr. Là, je vais vous montrer un document qui est juste extraordinaire. C'est une photographie. Alors, on n'est pas à Auschwitz, on n'est pas à Buchenwald, on est à Saint-Paul-sur-Ternoise. Vous vous rendez compte? Donc c'est un homme qui était dans un bureau et qui va prendre clandestinement ces déportés qui étaient affectés à Doulan, qui sont en train de porter des rails de chemin de fer. Voilà. Je commence à mener une enquête sur les camps satellites de la Baubrigade numéro 5. Je commence à travailler un peu sur Rouen. Ce qui donne vraiment bien en ce moment-là, c'est Hesdin. Hesdin, on a des documents qui sont assez sourcés. Si vous allez à Hesdin, eh bien, sur les anciennes casernes de la Fraiselière, qui aujourd'hui est un des bâtiments qui a été réaménagé en salle de spectacle, en salle des fêtes.
Vous avez une plaque qui a été apposée en 1975. 1944, souvenons-nous, lieu de lutte et de martyr du commando de Buchenwald, SS Baubrigade Ouest 5, victime de la barbarie nazie. Donc en fait, on a les témoignages, ils sont là sous nos yeux quand on s'est cherché. Pourtant, tout le monde passe devant et tout le monde avait oublié. Donc ils étaient affectés dans ce type de casernement. Alors attention, on n'est pas du tout sur la même période, là on est sur un cliché qui est des années 1900, mais comme le bâtiment n'existe plus aujourd'hui, voilà, on a une idée un petit peu du bâtiment dans lequel 500 déportés de Doulan ont été affectés ici. Et puis, on a aussi l'occasion d'avoir un visage, un nom d'un déporté qui est passé par Doulan. C'est ce monsieur, à gauche, Thomas Kirillov. En fait, cette plaque a été imposée en 1975 pour commémorer l'évasion de ce déporté de la Baubrigade numéro 5, évasion qui a été facilitée par ce monsieur qui est un habitant de Hesdin, qui était résistant, et ce déporté polonais va intégrer les réseaux de résistance française, repartir après en Pologne et revenir en 1975 pour remercier les habitants d'Hesdin. Et donc Hesdin est un potentiel intéressant. Je crois l'avoir pris et je l'ai pas pris. Si. Il y a un historien local à Hesdin, M. Froissart, avec son épouse, qui a fait un bouquin sur mémoire vive, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils sont allés voir les anciens d'Hesdin qui ont connu la guerre et ils ont pris leur témoignage, comme ça, de manière in extenso, et on a des mentions. Un monsieur témoigne. La vie des prisonniers russes ne valait pas grand-chose aux yeux des Allemands. Ils en ont tué plusieurs, notamment un qui s'était sauvé pour aller manger des betteraves entassées dans un champ. Comme c'était l'été, le fermier les avait recouverts de terre pour les conserver et venait en chercher au fur et à mesure. Les Allemands l'ont enterré en plein champ, pas loin de chez nous, puis sont venus se laver les mains à la maison. Je veux dire par là qu'il y a un travail à encore entreprendre. Ça pourrait faire l'objet d'un très beau travail de recherche pour des étudiants, hein, dans une université par exemple. Un autre témoignage. Alors il se souvient de ces hommes vêtus de tenues de bagnards. Nous on était gamins, on ne savait pas bien, on leur apportait à manger, ils nous remerciaient en nous taillant des petits oiseaux dans du bois. Plus dramatique, quand les Allemands voulaient punir l'un d'entre eux, ils les enfermaient dans un wagon à la gare avec des chiens affamés. Donc en fait, il y a des témoignages de ces hommes qui se sont fait dévorer vivants. Et tout ça, là encore, on n'est pas à Buchenwald, on n'est pas au Auschwitz, on est dans le département de la Somme. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé là. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien joué la montre, ça va? On est un peu... Oui, on est impeccable, c'est à 19h25. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a 3 ans, donc j'ai sorti ce bouquin qu'une collègue de l'université de Picardie, qui s'appelle Pauline Secchioni, qui fait une thèse de doctorat sur la citadelle de Doulan pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, vous aurez des informations. Là, vous avez pour ceux que ça intéresse, moi je ne suis pas commercial, hein, je ne touche pas d'argent là-dessus. Ici, vous avez des bons de commande qui permettent de pouvoir, si vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Et puis, j'en ai fini. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour cette émouvante et très intéressante intervention. Avez-vous des questions? Tout à l'heure, vous avez parlé des skis, mais j'avais lu qu'en fait, c'était le nom donné les Anglais à ce qu'ils voyaient sur les photos aériennes des rails. Oui, c'est les Alliés qui appellent ça les sites à ski. Parce que souvent, il y a deux rampes de lancement et ça leur évoquait une paire de skis. Madame? Sur le plan que vous avez montré au début, il Oui. y avait un Kinderblock, donc un bloc des enfants. Oui. Alors, il y a des enfants qui arrivent plutôt vers la fin de la période. Quand les Alliés libèrent Buchenwald, il y a 1000 enfants. D'ailleurs, qu'on va habiller avec des uniformes de jeunesse hitlérienne, dont on va enlever les attributs. Mais ça avait été assez surprenant pour eux de se retrouver avec des uniformes nazis lors de la libération. Mais il y avait des enfants. En fait,
Au départ, c'est vraiment, Buchenwald a vraiment une vocation plutôt à enfermer des politiques. Plutôt, c'est vraiment, beaucoup de Français vont à Buchenwald. Des résistants, des communistes. Et au fur et à mesure du conflit, lorsque ça bouge à l'est, quand les Russes avancent, eh bien, au fur et à mesure, on vide les camps et Buchenwald se retrouve être une sorte d'exutoire où on va, et c'est à partir de là, on va avoir des femmes qui vont arriver en nombre, des juifs arrivent à partir de 42, et puis des enfants arrivent également. Ceux qui ont vraiment un régime vraiment spécial, c'est le Zigan, qu'on va vraiment affamer complètement. Ils vont être particulièrement, avoir des conditions très pénibles. On leur donne même pas d'uniforme rayé, on les laisse dans des enclos autour de barbelés, on leur donne pas à manger, pas à boire, et du tout, on les laisse dépérir complètement comme ça. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils... Ah ben là, on n'est plus sur cette... Ils travaillaient quand même, mais on est plutôt déjà sur la pente descendante, vous voyez. Mais ils sont affectés à des tâches, des travaux, bien sûr. Oui, comment est-ce qu'ils étaient sélectionnés, ceux qui venaient travailler à Doulan? C'est peut-être ceux qui avaient encore un peu plus de force. Exactement. Il est indiqué dans un des documents d'archives qu'il fallait qu'ils soient en capacité de travailler, de ne pas être trop faibles. Et d'ailleurs, et de ne pas parler français. Ça, c'est vraiment la condition importante. C'est pour ça que ça a peu marqué la mémoire dans les Doulanais, parce que d'abord, il ne reste que 6 mois dans le secteur, et puis, vous ne pouvez pas échanger avec la population. Et le régime était moins atroce. Alors, oui, puisqu'il y avait quand même la population, notamment grâce à ces archives, on voit qu'à la campagne, à Hesdin et tout ça, on leur donnait à manger. Il y a une dame qui témoigne en disant que le soir, pendant une semaine, sa mère lui l'autorisait à mettre des patates, des choses comme ça, des betteraves, qu'elle allait cacher juste à côté de là où ils étaient enfermés. Pendant une semaine, elle retrouvait le panier vide le matin, donc ça voulait dire que ça a marché. Et au bout d'une semaine, elle arrive le matin, le panier est plein, donc elle comprend que les Allemands ont levé le lièvre. Et à la Libération, ils ont été maintenus jusqu'à la fin de la guerre. Oui, là-bas, ils partent récupérés par les forces. Alors, ils partent de Doulan, ils partent de fin août. Oui. Leur train est bombardé, il y a 2 convois, leur train est bombardé à Lille. Il y a pas mal de morts. Tous les blessés sont réunis dans un blocos et les Allemands vont les exécuter avec des grenades. Ensuite, les 2 convois repartent jusqu'à Cologne. Et quand ils arrivent à Cologne, la brigade numéro 5 est dissoute. Et ils vont être affectés dans d'autres commandos. Et puis après, je perds leurs traces à partir de ce moment-là. Mais voilà, on a une page d'histoire directement liée à l'univers concentrationnel nazi sur notre territoire. Et ça me semble intéressant de pouvoir le valoriser par une publication, parce que c'est vraiment des sujets qu'on n'imaginait absolument pas. Moi, j'étais le premier surpris il y a 3 ans, en fait, j'y croyais à peine. Et maintenant, l'enquête commence, vous voyez, par les archives, les photos, c'est indiscutable. Maintenant, on a des faits. Ça fait partie de l'histoire de la citadelle, ensuite la prison, ensuite... C'est ça. La citadelle de Doulan, qui au final c'est la citadelle la plus ancienne de France, créée sous François Ier, un siècle avant Vauban. Mais dès que au traité des Pyrénées, au XVIIe siècle, lorsqu'on va redessiner les contours de la frontière du Royaume de France, on va repousser la frontière de la France contre l'Espagne, puisqu'il faut savoir que c'était la frontière espagnole, de 100 km, et donc le rôle de verrou stratégique militaire de la citadelle est complètement n'est plus opérant. Et on va immédiatement la réhabiliter, la transformer en centre d'incarcération. Donc prison d'État, prison maison d'assignation, et ensuite une école de préservation pour les jeunes filles, des jeunes filles mineures. Donc à la citadelle de Doulan, on avait une maternité, une infirmerie, parce que Doulan accueillait des jeunes filles mineures enceintes ou avec des enfants en bas âge, la seule.
de France. Il n'y en avait que 3 d'écoles de préservation. Clermont-de-Loise, Cadillac dans le Bordelais et Doulan. Et ensuite, ça va devenir une prison pour femmes dans les années, en 1956 précisément, d'où Albertine Sarrazin s'évadera en 57 et la prison fermera en 59 pour accueillir en 62 un millier de harkis qui vont être 500 d'entre eux vont être redirigés vers Amiens, donc c'est à peu près 500 personnes qui vont rester un peu plus de 3 ans à la citadelle de Doulan. Là encore, dans des conditions sanitaires effroyables, la population doulanaise va se mobiliser pour payer, offrir du lait aux enfants, des habits, etc., etc. Donc on a une longue histoire, et ensuite avec ces passages de déportés qui est encore... on a une thématique autour de l'enfermement de cette citadelle. Au final, même quand elle était militaire, une citadelle, elle permet de vous protéger tout en vous enfermant. Donc à l'arrière de ces remparts, eh bien, on est quelque part déjà emprisonné. Et je crois que... Et là, je travaille notamment grâce aux archives départementales. Je vais assez régulièrement faire des recherches. Et là, on avait une période d'histoire qui nous manquait un petit peu sur la citadelle, c'est la période révolutionnaire. Et donc là, à ce moment, je suis en train de vraiment faire un gros travail. Je prépare un bouquin qui va s'appeler Guillotine et cachot, la citadelle de Doulan comme prison politique, 1789-1955. En fait, vous connaissez peut-être Joseph Lebon, qui était un ami de Robespierre. Il est natif également d'Arras. Et Joseph Lebon est le bras armé de Robespierre. Et c'est lui qui va être, avec André Dumont, ils vont être affectés dans le secteur pour faire du ménage, quoi. Et pour soulager les prisons, il y avait 7 prisons dans la ville de Doulan et un certain nombre de prisons à Saint-Paul. Là encore, la citadelle de Doulan va servir d'exutoire. Donc des centaines de personnes vont passer par la citadelle de Doulan en attente de jugement sur Arras. Ensuite, ils partent se faire guillotiner ou fusiller, parce qu'on parle toujours de la guillotine, mais en fait, la plupart des personnes étaient aussi, la majoritairement étaient fusillées, vont être fusillées sur Arras. Donc ça, c'était une page d'histoire également qui est assez peu connue et sur laquelle je travaille. Et, voilà quoi. Après, il n'y a plus qu'à prendre la retraite parce que l'année prochaine, je serai éligible pour arrêter mes activités. Donc, bon, en tout cas, j'aurai au moins publié les principales pages d'histoire de nos différents sites, et notamment sur Doulan, des vraies publications sourcées. Donc, ça fait partie de mes missions. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette présentation vous aura appris des choses sur Doulan et sur l'univers concentrationnaire en particulier. J'ai juste une question, vous parlez de Rouen, de la justice iranienne, qui est ici pour l'instant, mais du coup, ils vivaient là-bas, ils vivaient sur place. Oui. Au niveau du trajet. C'est-à-dire qu'ils étaient missionnés. Ouais. Ils avaient, ils devaient réhabiliter tel site, faire des déblaiements après un bombardement. Donc ils étaient affectés 2, 3, 15, 25 jours. Edin est un peu particulier, puisque là, Edin, il y avait 500 déportés qui étaient affectés en permanence sur le site d'Edin. Mais les autres, c'était en fonction de la mission qu'il y avait à faire. C'était 2 jours, c'était 1 mois, c'était 2 mois. Bon, il reste que 6 mois. Donc, voilà. Là, je recherche sur Rouen, parce que Rouen, il y a aussi presque 500 déportés qui ont été affectés à Rouen. Et pour l'instant, j'arrive pas à lever de lièvre dans cette direction, mais ça va. Vous savez où ils logeaient? Oui. Alors, d'anciens bâtiments militaires qui n'existent plus aujourd'hui. Mais j'aimerais avoir des archives de ce type-là, c'est-à-dire des témoignages de personnes qui ont vu. C'est ce que je recherche, vraiment du factuel. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon retour, j'espère pas sous la pluie ni la neige. Si vous voulez continuer sur des témoignages sur Buchenwald, nous avons la chance d'avoir recueilli en don les archives d'André Sellier. André Sellier et son père Louis Sellier ont été déportés, donc un à Buchenwald, l'autre à Dora. Et entre guillemets, ils ont eu la chance de pouvoir communiquer pendant leur déportation. Et donc André nous a donné toute la correspondance qu'il a entretenue avec son papa entre Buchenwald et Dora. Donc ces archives sont consultables aux archives. Elles sont en allemand forcément puisque ça passait la censure. Mais voilà, c'est aussi une source très intéressante sur un témoignage de déportés sur Buchenwald.
La prochaine conférence aura lieu pas le 20 comme annoncé sur le programme, mais le 25 février. Donc une conférence de Guillaume Wroblewski sur, alors on changera de sujet, sur les grands négociants amiénois après la Révolution française. Voilà, bonne fin de soirée et puis au mois prochain. Merci.